Chapitre 9. La tempête après le calme. Ce samedi 12 avril avait commencé comme une éclaircie dans nos tempêtes. Le soleil perçait timidement les nuages, et dans la maison, c'était l'effervescence des jours heureux. Nous recevions du monde, des amis, des sourires sincères. Camille, la maîtresse de Kirsten, était là, cette amie attentive et bienveillante. Puis Mathilde et Guillaume, ses amis fidèles, étaient venus avec leurs enfants. Les rires résonnaient, les enfants couraient partout, la vie semblait presque normale. Presque. Je savourais chaque instant. J'étais content. Ma femme allait mieux. Les nouvelles étaient rassurantes depuis quelques jours. Et aujourd'hui, j'avais prévu une surprise. Emmener Mathilde à l'hôpital. Elle et mon épouse, c'est une histoire d'amitié profonde. Celle qui traverse les saisons. Je savais qu'elle serait émue, que ça lui ferait du bien. J'avais hâte. Après le déjeuner, nous avons pris la route. Dans la voiture, je ressentais cette excitation étrange, celle qui précède les moments précieux, ceux qu'on n'ose pas trop espérer. Mais une fois arrivé dans sa chambre, vide, l'infirmière au ton sec et lointain m'annonce qu'elle est partie faire un scanner. Soit, j'attendrai. Mais elle continue et ses mots me heurtent comme une gifle. Votre femme a un truc, je sais ce que c'est, mais je ne vous dirai pas. C'est quoi cette manière de parler? Qui ose dire ça à un mari inquiet, suspendu à chaque respiration, chaque battement de cœur de la femme qu'il aime? Mes nerfs sont à vif. Cette phrase me ronge, me blesse et m'épuise. Puis le médecin arrive. Je scrute son visage, je cherche une lueur rassurante, un mot apaisant. Rien de tout ça. Le couperet tombe. Embolie pulmonaire. Encore un coup, encore une chute, dans cette montagne russe médicale. Et pour couronner le tout, un traitement sous anticoagulant, alors qu'elle a fait 2 AVC. Contre-indication? Oui. Mais pas le choix, comme ils disent. Et pas d'intervention possible avant lundi, parce qu'un week-end ici semble plus fort que l'urgence. Je sens la colère monter, cette rage froide, sourde et violente. Mon regard tremble, mes mains se crispent, ils me rendent fou. Il joue avec sa vie, avec nos espoirs et avec ma patience. C'est inhumain. Enfin, nous sommes seuls. Ma femme revient, fatiguée, son regard plus triste que d'habitude. Elle pleure, doucement, distraitement. Ça va jamais finir, dit-elle. Et moi, je serre les dents, je retire mes larmes, je deviens roc. Pour elle, pour moi, pour ne pas sombrer. Mais dans ma tête, j'ai la même phrase en boucle. Est-ce que ça finira un jour? Mon téléphone vibre. Encore. Cet objet que je hais autant que je dépends. Un message, un appel, une mauvaise nouvelle, je n'en peux plus de cette tension. Je voudrais le jeter loin, le briser contre un mur. Mais je le garde, parce qu'il pourrait aussi être la ligne de vie. Autour de nous, les amis restent présents, disponibles, généreux, priants, aidants. Ils sont un baume, une force. Mais être celui qu'on aide, c'est une autre douleur, une humilité qui mord. On se sent petit, parfois même indigne. On se demande pourquoi nous, pourquoi tant pour nous. Ne mériterait-il pas plus d'autres ailleurs? Comment dire merci quand les mots paraissent si faibles? Comment exprimer une gratitude qui dépasse le langage? On fait ce qu'on peut, on tient debout, on continue. Pour les enfants, pour elles, pour l'amour, pour l'espoir. Mais ce soir encore, la question reste en suspens dans l'air lourd de l'hôpital. Jusqu'à quand allons-nous tenir? Mon cœur s'agite littéralement. Il bat trop vite, trop fort, trop mal. Chaque seconde devient une épreuve. L'angoisse s'installe comme une présence physique qui m'écrase la poitrine, qui m'étreint la gorge. Je regarde l'horloge sur le mur de la salle à manger. Les aiguilles avancent, mais lentement, terriblement lentement. Comme si le temps lui-même se moquait de moi, s'amusait à ralentir pour prolonger ce supplice silencieux. 48 heures, c'est le délai qu'on m'annonce. 2 jours entiers à attendre, à espérer, à redouter. 2 jours pour voir si le traitement, décidé à la va-vite par le médecin de garde, sera bénéfique ou fatal. Il n'y a pas d'autre mot. Le choix est là, cru, brutal, sans nuance. Ça passe ou ça casse. Et moi, je n'ai rien à dire, juste à attendre, juste à encaisser. L'ironie est violente. Le médicament qu'ils injectent pourrait la sauver ou la tuer. Voilà où nous en sommes. Pas de chirurgie avant lundi. Pas de chirurgien disponible. Pas de plan clair. Juste un flou inquiétant. Un suspense insupportable. J'ai l'impression qu'on joue au dé avec sa vie. Que tout repose sur une série de peut-être et de on verra bien. Et si lundi on me dit encore une fois, on va laisser comme ça en attendant de voir comment ça évolue.
Je crois que je ne supporterai pas. Pas encore. Je regarde ma femme, elle est épuisée. Son visage est pâle, marqué, mais beau. Toujours beau. Je me demande comment elle fait pour encore sourire, même faiblement, malgré tout ça. Je me lève, je m'approche, je lui caresse doucement la main. Elle serre la mienne, à peine, mais c'est là. Ce contact, ce lien, cette force fragile qui nous relie encore. Dans le silence de cette chambre d'hôpital, j'ai dû la laisser encore une fois, et encore une fois, je me demande si je la reverrai demain. Puis dans l'ascenseur, je pense à une multitude de choses, puis juste un cri intérieur, muet, incessant adressé à Dieu. Aidez-la, sauvez-la, faites quelque chose. Mon esprit tourne en boucle, incapable de se poser. Je pense aux enfants, à la maison, à la vie qui continue là-bas, pendant que elle, ici, reste suspendue à une décision médicale, à un médicament, à un battement de cœur. 48 heures, ce n'est pas si long, disent-ils, mais pour moi c'est une éternité. Une éternité de peur, d'espoir, de colère rentrée. Une éternité à se demander si demain existera encore à deux. Et je reste là à son chevet, à attendre que l'impossible redevienne possible. Mais à Dieu, rien n'est impossible. Donc on se remet à prier avec plus de ferveur pour supplier de nous sortir de là.